Bon, vous m'entendez bien, ça va là? Bon. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci d'être présents à ce conseil municipal de ce soir. Donc, je déclare la séance du conseil municipal de ce jour officiellement ouverte. Une petite information simplement, je souhaite vous informer que j'ai nommé le mardi 14 septembre M. Frédéric Chapeau comme conseiller délégué à la transition énergétique et au développement durable. Voilà, donc on va faire l'appel des élus. Alors, Alain Royer, présent. Claude Rincé. Présent. Maïté Béragne. Alors, Élise Adrian, elle s'excuse, elle a une réunion préfectorale avec M. le sous-préfet, est absent, excusé, elle donne pouvoir à Alain Royer. Benjamin Vacher. Présent. Betty Mirmont. Yvon Laura, la même chose, ils ont une réunion aussi à la préfecture avec M. le sous-préfet, s'excuse, donne pouvoir à M. Rincé. Michael Mendès, absent, donne pouvoir, excusé, donne pouvoir à M. Colomba. M. Colomba. Présent. Isabelle Groslo. Présent. Augustin Moulina. Présent. Valérie Robert. Présente. Margot Bourriot. Absente, excusée, donne pouvoir à Betty Mirmont. Romain Mondjar. Présent. Catherine Rododo. Présent. Jean-Claude Salot. Présent. Émile Fortineau. Alizé Guibet. Présent. Gilles Ranoux. Présent. Guénola Le Breton. Présent. Frédéric Chapeau. Emmanuel Renou. Présent. Soumaya Baïri. Présente. Alain Blanchard. Présent. Madame Hélène Jalin. Présente. Gwen Boulzenec. Présent. Alors, Mme de Cotigny est en retard, je pense, ce qu'on m'a dit. Donc, elle donne pouvoir en attendant à M. Boulzenec, mais elle va nous rejoindre après au cours du conseil. Hein, voilà. Très bien, merci. Je propose de désigner comme secrétaire de séance Mme Robert. Oui. Si Mme Robert est d'accord, pas d'objection. Donc, désigner Mme Robert comme secrétaire de séance. Alors, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 7 juin 2021. Est-ce que vous avez des remarques? Oui. Oui. C'est mieux là? Bon. Ce procès-verbal reprend correctement les débats du 7 juin dernier. Conseil dont deux sujets ont un écho assez retentissant aujourd'hui. D'abord à propos du projet de mandat de l'intercommunalité. Monsieur Lerat, il disait « L'intercommunalité, c'est la somme des communes. C'est vous qui participez à l'élaboration d'une intercommunalité. Sans commune, il n'y a pas d'intercommunalité, disait-il. L'intercommunalité, c'est vous. » C'est un véritable décalage avec ce que nous venons d'apprendre cet après-midi, Monsieur Royer, puisque vous avez annoncé votre démission du conseil communautaire. Pour nous, cette démission est clairement un effet de manche. Ce que nous comprenons, nous, et que la presse s'en fait d'ailleurs écho, c'est que vous êtes débarqué pour sauver la peau du soldat Lerat, votre propre conseiller, et conserver ainsi la présidence de la CCEG. Alors, Monsieur Royer, allez-vous quitter aussi la conférence des maires et le bureau élargi de la CCEG aux maires? Alors, d'abord, je ferai une petite déclaration très courte, puis je vais vous répondre après, sur ma décision de démissionner de conseiller communautaire. Donc, après les différentes attaques dont j'ai fait personnellement l'objet dans le cadre de mes fonctions à la CCEG, et ce, depuis plusieurs jours, j'ai pris la décision de me préserver et de ne pas exposer plus encore ma famille. J'ai donc décidé seul, je bien précise seul, de me retirer du conseil communautaire afin de me consacrer pleinement à la conduite des affaires de ma commune. Ainsi, je vais travailler encore davantage au service des Tréliéraines et Tréliérains dans le cadre de mon mandat de maire. Mon équipe me soutient pleinement et m'encourage à garder le cap et à poursuivre mon mandat de maire pour honorer l'engagement que nous avons pris collectivement. Voilà ce que je voulais dire. Deuxièmement, la question est posée. Je donc démissionner du conseil communautaire. C'est un élu qui me remplacera forcément à suivre. Et alors, donc on sera toujours représenté au sein de la communauté et la commune trélière par les élus communautaires de la majorité. Et puis la conférence de maire, forcément que je reste maire, forcément que j'ai toujours dit que je m'attacherai à mon poste de maire. Moi, j'ai un contrat avec la population, un contrat de 6 années. Voilà, donc je maintiens mon poste de maire, je veux rester maire. Donc forcément que je continuerai à assister à la conférence des maires. Très bien. On prend note de votre réponse. Voilà, vous avez répondu. Cette émission, c'est une blague, puisque toutes les décisions exécutives se font au sein de la conférence des maires et du bureau élargi aux maires. Donc vous ne quittez en rien votre position et votre mandat au sein
de l'intercommunalité. Donc voilà, je pense que personne ne sera dupe de cette espèce d'effet de manche qui est votre démission. Ça ne résoudra pas du tout le manque de confiance qu'ont tous les maires, en tout cas une bonne partie des maires de la CCEG envers vous et vos pratiques. Enfin, voilà, la perte de confiance, vous ne la réglerez pas comme ça, puisque vous continuerez de toute façon à avoir en face de vous les maires qui, aujourd'hui, sont en rupture de confiance. Je peux vous répondre, monsieur Renaud? Pardon? Je peux intervenir, s'il vous plaît? Si vous voulez, mais je n'ai pas fini pour le PV. Non. Allez-y, je vous écoute, monsieur Rincé. Non, c'est juste dans ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que les décisions se font en conseil des maires. À quoi on sert d'être conseiller communautaire alors? Je pense qu'à chaque fois qu'on va à une réunion de conseil communautaire, on a tous le droit de voter. Oui, vous voulez voter. Donc les décisions se font en vote, s'il vous plaît, et non en commission de maire. Bon. C'est bien. Merci. Je voudrais revenir un petit peu au l'ordre du jour du Conseil. On était au point de l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal, et là on dérive, on est rendu au Conseil communautaire. Donc on voudrait revenir à ma question. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal. Je n'ai pas fini, monsieur Royer. Je suis désolé, j'ai des choses à dire sur ce procès-verbal et je continuerai. Ah bon? Monsieur Rincé, pour répondre à votre question, puisque c'est vous aussi qui nous faites faire une digression sur le conseil communautaire, comme tout conseil démocratique, le travail et les décisions et les propositions pour ce qui est voté en conseil se font dans les bureaux. Vous savez comment ça marche au sein de ce conseil municipal. C'est exactement pareil pour l'intercommunalité. Et raison de plus à l'intercommunalité où les grands dossiers, la présence de Treillères, qui est la commune la plus importante de l'intercommunalité, se fait bien dans les discussions entre maires au bureau élargi aux maires, puisque cette conférence des maires a aussi été créée sur ce mandat de façon exprès pour que les maires puissent peser plus dans les projets et les décisions qui sont prises. Donc voilà, vous pouvez nous faire votre petit cours sur la décision administrative qui est un conseil, qui est une délibération, c'est vrai, vous avez raison, mais en attendant derrière, tout le travail de fond se fait entre maires et entre l'exécutif de l'intercommunalité. Donc moi je voulais continuer sur ce PV, puisque ce PV parle de l'intercommunalité. Or, l'intercommunalité, je voudrais quand même bien dire ici que nous imaginons que vous tous, conseillers et conseillères de ce conseil municipal, vous êtes bien au courant du pourquoi de cette démission, de ce qui s'est dit à cette conférence des maires, où vous avez été mis en difficulté, monsieur Royer. J'espère que vous avez fait un compte-rendu précis. Nous, on le sait. On sait que vous y avez dit « j'ai menti et alors qu'est-ce que ça change ?» Le mensonge ne vous effraie pas, monsieur Royer. Et pour un maire et un officier de police judiciaire que vous êtes en votre qualité de maire, c'est déshonorant. Naïvement, on pourrait se demander si conseillers et conseillères municipaux, vous êtes au courant de tout, vu votre manque de réaction. Mais on ne doute pas que le maire est transparent avec vous, que vous avez par exemple bien sûr pris connaissance de l'entièreté du pré-rapport de la Chambre régionale des comptes, que nous, par contre, nous n'avons malheureusement pas eu la chance de lire. En tout cas, c'est en connaissance de cause que vous cautionnez ces manières qui ont été dénoncées. Vous avez pourtant tous validé la charte de l'élu. On y fait part d'impartialité, de dignité. Avez-vous vraiment compris ce que cela implique d'être élu? Le deuxième point du procès-verbal qui fait écho ce soir, monsieur Oraillé, je vous cite, « Les élus font le boulot », c'est marqué dans le procès-verbal. Mais depuis 15 jours, des dizaines d'agents de la commune n'en peuvent plus de la façon dont vous faites le boulot, comme vous dites. Les agents se sont exprimés lors d'une réunion prise de parole. En vrac, je cite, « Concertation inexistante des élus avec certains services. Fâcherie d'ego entre élus, semant le trouble dans les services et entre agents. Absence des élus, pas de réponse aux mails, aux appels. Les élus ne portent pas et ne connaissent pas les dossiers. Organisation de projets, d'événements sans réelle ligne directrice, on navigue à vue. Et cerise sur le gâteau, là aussi, mensonge sur certains sujets. C'est grave et indigne d'élus. Monsieur Oraillé, vous tous et tous qui continuez à vous soutenir, vous allez vraiment trop loin selon nous. Vous n'êtes plus digne d'aucune confiance. Un tiers de votre équipe, de toute façon, ne vous la donne plus. La confiance, elle est partie. Il est parti, pardon, c'est le tiers. Les maires de la CCEG ne vous donnent plus non plus leur confiance. Et les agents non plus, que vous ne respectez plus. Et encore aussi des habitants et vos électeurs qui se plaignent de l'image de Treillères, qu'on parle partout de nous. Bref,
Nous souhaitons que, enfin, vous fassiez preuve d'un peu de pudeur, de sens de l'honneur, et que vous quittiez vos fonctions de maire, nous le disons solennellement, pour que nous puissions repartir d'une façon sereine dans une gestion démocratique de cette commune. Il est particulièrement désœuvrant d'avoir ce commentaire, M. Renaud. En tant que leader de l'opposition, vous faites un procès à charge, uniquement à charge. Alors c'est vrai que depuis des mois, tout ce qu'on fait en blanc, vous le voyez en noir. Vous êtes constamment dans le on-dit, dans le faire croire, dans l'interprétation et dans l'imaginaire. Je n'accepterai pas, effectivement, que vous soyez comme ça dans un procès à charge, une chasse à l'homme qui devient complètement inacceptable. Donc, ou vous mesurez vos propos et vous changez de ton, mais quand vous appelez le soldat le rat dans vos propos, ça, je n'admets pas. Monsieur Colomba, imaginaire, le on dit, ben écoutez, j'attends toutes vos attaques pour diffamation et calomnie. Mais vous l'aurez, Monsieur Renaud, vous l'aurez. Ne vous inquiétez pas. Il serait temps, alors. Ça fait 18 mois que ça dure. Alors, je vous laisse parler, allez-y. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle équipe tout autour du maire. Et quand il y aura des sujets très importants que vous avez lancés, comme l'hippodrome, le Bossin, etc., on reviendra dans les détails et vous verrez que vous n'aurez pas gain de cause. Alors, on revient maintenant à l'heure du jour du Conseil, parce que là, on s'écarte un peu du... Donc, je voudrais approbation du procès-verbal du Conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques? Je viens de les donner. Non? C'est tout? Alors, on va passer au vote. Qui est pour? Qui approuve, je veux dire? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, 27 pour. Je vous remercie. Décision du maire du 18 mai au 30 juillet 2021. Donc, tous ces décisions du maire ont été abordées lors de la commission ressources. Hein, Isabelle. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Blanchard? C'est moi qui ai une question, une intervention plutôt. J'enlève mon... Ah pardon, excusez-moi. Monsieur Royer, lors de la dernière commission ressources, vous nous avez effectivement présenté les décisions, vos décisions. Dans ce tableau figurait une décision qui concerne le lancement d'un audit de communication de la commune. Oui. Quand nous vous avons questionné sur cette étude, vous nous avez indiqué qu'il s'agissait de regarder comment optimiser la communication sous tous ses aspects, magazine, site internet, page Facebook et autres supports. Vous avez décidé donc de dépenser la somme de 12 240 € dans un audit de communication. Cet audit, aujourd'hui, il porte sur un certain nombre d'éléments. Mais en fait, pour nous, c'est un audit qui ne va servir à rien. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, c'est votre communication en interne qui est brouillonne et qui n'est pas lisible. J'en prends pour preuve les réactions des agents. Je cite, je n'invente rien, pas de ligne politique, juste des idées qu'il faut appliquer dans des délais intenables. La consigne de ne pas faire de concertation entre les services sur certains projets. Il faut tout le temps aller à la chasse aux informations. Ça, ce sont les agents qui s'expriment. Et à côté, vous décidez effectivement de lancer un audit de communication qui va coûter aux contribuables la somme de un peu plus de 12 000 €. Pour nous, encore une fois, c'est de l'argent jeté en l'air. Et à côté de cela, on voit qu'il y a des dossiers prioritaires, comme l'étude qui concerne la cuisine centrale. C'est un équipement structurant pour la commune qui produit des milliers de repas par semaine. On a un enjeu de maintien d'un service à la population. Et là, quand vous êtes interrogé, vous avez répondu qu'il n'y avait pas de budget, on verra plus tard. Donc, typiquement, sur ce type de dossier ou de décision, il y a un problème de priorité. Et on tenait à le souligner ce soir. Je poursuis sur la commission ressources. Dans le compte-rendu de la commission, vous avez indiqué que c'était Madame Béatrice Miermont qui allait, en tant qu'adjointe à la communication, piloter l'étude et constituer un groupe de travail. À ce titre, donc, il lui appartiendra de préciser si des membres de notre équipe de l'opposition seront associés ou pas au groupe de travail. À notre niveau, et vous devez l'entendre, l'audit est lancé, on conteste le fondement, mais on souhaite néanmoins être présent à ces réflexions, et on considère que les représentants du groupe Nouvelle Ère, même si nous sommes minoritaires, avons toute notre place dans ce groupe de travail.
Du coup, je vous demande ce soir, Monsieur Royer, de nous confirmer si oui ou non nous ferons bien partie de ce groupe de travail. Il va de soi que vous serez invité, comme toute commission ou séance de travail, ou comme vous voulez l'entendre, vous serez associé forcément à ce groupe de travail. Il n'y a pas de souci. On passe outre la décision qu'aurait pu prendre Madame Miermont en tant que pilote de cette étude. Je dis que c'est la décision de Monsieur Royer de nous associer à ce groupe de travail qui aujourd'hui sera retenu. Parfait. Donc, ça nous rassure. Autre point, au sujet de S'il notre vous plaît, droit. est-ce que je peux prendre la parole sur l'audit communication pour répondre à vos propos? Je voudrais juste préciser dans l'audit communication le cahier des charges. Oui, bon, c'est pas Il a l'objet. été déterminé comme suit. C'est la réalisation d'un plan de communication digitale qui va comprendre un audit web et une exposition sur les réseaux sociaux, une conception, un ajustement de la marque de destination, un dispositif de traitement de la gestion de crise. Puis, en deuxième point, on demandait dans ce cahier des charges une proposition d'un dispositif d'accompagnement au travers d'outils de communication facilitant le travail collaboratif, c'est-à-dire la mise en place d'ateliers, formations aux méthodes, outils et ressources du numérique et la mise en place d'une veille numérique. Je pense qu'à l'heure actuelle, en 2021, ça me semble, l'audit de communication, une très bonne chose et ce n'est pas une perte d'argent en ce qui me concerne. Alors, merci Madame Groslo de nous donner ces précisions ce soir. Ouais. Par contre, on n'a pas eu ces éléments en commission, ce qui est dommage. Tout à fait. J'ai moi-même eu les éléments un peu tardivement, puisque le dossier il a été ouvert au mois de décembre l'année dernière. Avec une Et je décision reprends qui a le été dossier que prise depuis néanmoins, septembre. Courant juillet. Depuis Voilà. décembre, c'est lancé, on n'a aucune On voit la information. cohérence de vos actions, mais on laissera les autres juger. Oui, j'ai un autre point au sujet de notre droit d'expression. On vous a interrogé, Monsieur Royer, le 25 août. Un premier mail dans lequel, effectivement, on vous demandait de pouvoir de nous donner un espace pour pouvoir apporter aussi notre vision des choses et notre expression. Je prends mes notes. Vous aviez publié votre propre communiqué de presse le 13 juillet. Et donc, nous demandions à pouvoir avoir un droit de réponse suite à la publication de ce communiqué. Ce droit de réponse était d'autant plus nécessaire quand on lit le contenu de vos écrits. Je cite « Les attaques incessantes par voie de presse de l'équipe minoritaire à la recherche d'un nouveau souffle, ces propos étant pour le moins contestables, voire insultants, sinon diffamatoires, nous demandions à bénéficier à notre tour d'un droit de réponse sur le site internet de la commune et dans la même rubrique « Mon actu communiqué de presse ». Je rappelle au passage que vous n'avez pas répondu au premier mail donc, du 25 juillet. Il y a eu une relance le 9 septembre où nous vous demandions à nouveau de nous répondre et malheureusement toujours pas de réponse. Je tiens à souligner le fait que vous aviez, fait adopter un règlement intérieur dans lequel vous vous étiez engagé à nous répondre sous 15 jours. La preuve en est par ces échanges-là que vous ne respectez pas ce règlement et par ailleurs vous ne respectez pas non plus le cadre réglementaire qui est posé dans le Code général des collectivités territoriales et qui donne aussi, qui prévoit de laisser un espace d'expression aux groupes minoritaires. Donc là aussi, vous asseyez allègrement sur les dispositions réglementaires et sur le règlement intérieur que vous avez vous-même fait adopter. Mais il est vrai que là-dessus, vous êtes au-dessus des lois et des engagements pris. Monsieur Royer, en utilisant le site de la commune pour un soi-disant droit de réponse, en mettant en cause les élus et les adjoints démissionnaires, vous avez passé outre votre caractère de maire, on était sur un tract partisan. Et donc c'est la raison pour laquelle nous vous demandons solennellement ce soir de nous accorder sans délai et ce droit de réponse à votre communiqué, droit de réponse qui doit se faire sur le site internet de la commune et dans la même rubrique que celle dans laquelle vous avez publié votre communiqué. Alors je vais vous répondre tout simplement. Votre demande est à l'étude. J'ai chargé Mme Dégès
d'étudier les possibilités de vous faire avoir un accès sur le site internet pour vos droits de réponse, comme vous dites, vos interventions. Donc, Madame la directrice générale des services étudie, elle doit nous faire une proposition. Mais bon, après, a priori, à ma connaissance, à moi, votre demande est recevable. C'est tout ce que je vous dis. Et ça, on va vous donner une réponse assez rapidement. Mais c'est... Isabelle, tu veux intervenir ? Oui, je suis un peu surpris de votre intervention, dans la mesure où j'ai été quand même claire à la commission ressources la dernière fois. J'ai proposé une réunion de travail, une réunion de concertation entre nous pour discuter sur ce règlement intérieur, sur le souhait d'une expression politique et ou d'un droit de réponse sur les communiqués de presse de votre part. Donc on avait bien dit qu'on en discutait le 12 octobre, ainsi que sur le règlement intérieur et la charte de l'élu. Alors je suis un peu surprise de ce que vous me dites ce soir. Il y a un règlement qui s'applique aujourd'hui. Nous avons fait une demande dans le cadre de ce règlement. Oui. Donc nous attendions une réponse qui n'est pas arrivée. Effectivement, vous avez en projet Tout à fait. de renouveler, de revoir les termes de ce règlement, mais ce n'est pas pour cette raison qu'on doit, nous, temporiser notre demande. Il y a un règlement, on demande simplement à ce qu'il s'applique aujourd'hui. Oui, Et le nouveau règlement, on verra par la suite. Si je peux me permettre, Madame Grelot, oui, on a bien insisté en réunion de commission aux ressources oui, qu'il y avait deux choses différentes. Il y avait l'accord pour discuter de l'accès pour l'opposition à Facebook et au site internet de la commune, mais qu'il y avait une urgence qui a été rappelée 2 fois par mail, qu'on considérait que ce qu'on a appelé le tract de M. Royer, qui n'était pas un communiqué de presse, mais une attaque des élus démissionnaires comme de l'opposition, méritait un droit de réponse spécifique immédiat. Hein, c'est ce qu'on vous redit aujourd'hui. Ça ne met pas en cause ce qu'on a dit à la commission pour discuter dans le groupe de travail, mais il y avait bien 2 choses distinctes. Et la deuxième, on le redit ce soir, Mme Baïry l'a redit, on veut un droit de réponse immédiat à un document qui s'appelle un tract, qui ne s'appelle pas un communiqué de presse. La communication de la mairie est une communication institutionnelle et pas une communication à usage partisan. Très Donc bien. on vous reformule, Monsieur Royer, la demande. On veut, indépendamment du travail en commission... Vous aurez la réponse rapidement. Je vous l'ai donnée dans le sens que je ne suis pas opposé personnellement. Bon, même la DGS va étudier j'en ai parlé encore récemment, donc on va vous donner une réponse rapide. Ne vous inquiétez pas. On n'a pas la même notion de rapidité, Monsieur Royer, parce que le premier mail remonte à fin juillet, la relance est début septembre, et le 27, on nous dit on va nous répondre rapidement. Enfin voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'édition du maire? Non? Voilà. Donc, pas de... hein. Donc, il n'y a pas de remarques personnelles. Donc, on vote. L'édition du maire. Non, on ne les vote pas. Aussi, on les vote. Vous ne les votez pas, Monsieur Royer. Ah non, on ne vote pas. Vous avez raison. C'est une information. C'est exact. Vous avez raison. Si vous voulez qu'on vote vos décisions... Non, c'est vrai. Vous voulez reprendre une Non, parole c'est vrai. Excusez-moi. On va être troublé. Bon, on attaque donc l'ordre du jour du Conseil. Donc, le point 1, c'est Zac de Virlou, Bosquet des Sources, approbation du compte-rendu financier d'activité. D'abord Claude Rincé, puis après tu vas passer le parole de monsieur Rincé. Je commence ou alors... Comme tu veux. C'est moi qui démarre? Oui. Pas de problème. Donc, Zac de Virlou, Bosquet des Sources, approbation du compte-rendu financier et d'activité. Par délibération en date du 3 décembre 2004, la commune de Trélières a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concertée, ZAC de Virlou. Par délibération en date du 20 septembre 2010, la commune a approuvé la modification du dossier de création de la ZAC, modifiant le programme et le périmètre de l'opération. Par délibération numéro 2019-07-12, en date du 1er juillet 2019, la commune a attribué le traitement de concession d'aménagement pour l'achèvement de ladite ZAC au groupe Métais Val d'Erdre Promotion. Ce, après clôture du précédent traité de concession avec l'ADCELA. L'article 29 du traité de concession précise que l'aménageur adresse chaque année à la commune un compte-rendu financier et d'activité. Ce document rend compte de l'avancement de l'opération et permet d'actualiser le bilan prévisionnel, reprenant les grandes lignes du budget de l'opération.
Il a été adressé à chaque conseiller municipal et a fait l'objet d'une présentation en séance. Il est proposé aux membres du conseil municipal. Mais on entendra Après présentation de M. Mettet, hein, Mettet. de ce crack. Très bien. Merci, Monsieur Rincé, merci, Monsieur le maire. On va revenir effectivement sur la présentation qui a été faite en commission. Très bien, donc compte rendu annuel à la collectivité hein, sur l'exercice clos au 31 décembre 2020. On va passer assez vite hein, sur certains points qui ont déjà été... que vous connaissez déjà hein, la situation de l'opération, qui est la même hein, depuis 2010. Le contexte de l'opération, je ne reviens pas là-dessus, hein, c'est les éléments qui viennent d'être rappelés par M. Rincé. Sur le phasage de l'opération, là également, on est sur un audit de l'année dernière, hein, puisque on a bien les tranches 1 et 2 qui ont été réalisées par la CELA. Dans le cadre de la concession qui nous a été confiée, il nous incombe de réaliser les tranches 3 et 4 et d'assurer l'achèvement de la ZAC. Sur l'état d'avancement de l'opération en tant que telle, le premier point sur l'état des acquisitions foncières, en arrière. Alors, comme il vous avait été indiqué l'année dernière, donc l'ensemble du périmètre a été maîtrisé, à l'exception de 2 parcelles qui restaient à acquérir. La parcelle ZO 229, un petit zoom, qui est une petite parcelle de 38 mètres carrés, hein, qui est située sur l'emprise de la tranche 3 de la ZAC, et une autre parcelle, la ZP 247, qui est, elle, située sur la tranche 4. On s'est rapproché des propriétaires de ces différentes parcelles. On a pu donc acquérir la parcelle ZO 229 hein, au prix de 760 €. Et un accord est intervenu avec les propriétaires de la parcelle ZP 247 pour un montant de 42 500 €. Et l'acte a été régularisé en 2021. Donc là, aujourd'hui, la totalité du périmètre de la ZAC est maîtrisée et acheté. Second point, qui a été le point majeur de cette année 2020, l'actualisation des études environnementales. Puisque, en fait, dans le cadre de la constitution du dossier de réalisation, la CELA, concessionnaire de l'époque, avait confié à la société Omega la réalisation d'un dossier loi sur l'eau. En décembre 2010, la direction départementale du territoire et de la mer a autorisé l'aménagement de la ZAC au titre de la loi sur l'eau et a délivré une autorisation préfectorale qui était valable jusqu'en décembre 2022. Dans ce contexte, notre groupement a déposé le 4 août 2020 une demande de porter à connaissance hein, au titre du dossier loi sur l'eau qui respectait les prescriptions de l'autorisation initiale. Néanmoins, en octobre 2020, la DDTM s'est opposée aux mesures que nous avions proposées. Ils estimaient en effet qu'une partie des mesures compensatoires qui devaient être réalisées par le précédent aménageur sur la tranche 1 ne fonctionnaient pas, tout simplement. Et également que l'évolution de la réglementation environnementale imposait la réalisation de prescriptions complémentaires. Donc, dans ce contexte, on a immédiatement souhaité missionner la société Atlam pour intervenir sur ces 2 points. Alors, donc l'intervention de la société Atlam a d'abord porté sur la réalisation d'un bilan des mesures de compensation réalisées sur les tranches 1 et 2. Et il s'est avéré qu'environ 15% des compensations réalisées n'étaient pas fonctionnelles. Il en résulte un échec qui porte sur une surface d'environ 6200 m² qu'il conviendra de compenser, puisque l'échec initial est dû tout simplement à la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains qui n'étaient pas adaptés, ou c'est-à-dire des terrains en général trop secs pour être transformés en zone humide, quelque part. Et le second point, c'est qu'on avait notamment des ouvrages qui étaient situés aussi sur des emprises privatives, donc dont la pérennité était impossible à assurer.
Sur le second aspect des choses, sollicité par les DTM, le diagnostic environnemental sur les terrains dédiés à la réalisation de l'opération de Bosquet des Sources, tranches 3 et 4 de la ZAC. Alors, le dossier loi sur l'eau élaboré en 2010 pour le compte de la CELAN faisait état d'aucune zone humide significative sur cette emprise. Néanmoins, l'inventaire réalisé par la société Atlam en décembre 2020 a mis en évidence des zones humides majeures qui représentent une surface de 14 720 mètres carrés. Et ce qui fait que la quasi-totalité de cette surface supplémentaire ne pourra pas être urbanisée. Sur le second point, sur ce second point, il y avait également donc, une actualisation qui était demandée notamment au titre d'un inventaire faune-flore. Alors la société Atlam n'a pas trouvé de végétation, en tout cas d'espèces végétales protégées. Néanmoins, elle a quand même identifié au niveau de la faune des espèces patrimoniales et protégées qui nécessitent tout simplement gérer un certain nombre de mesures de préservation, en particulier dans le cadre de leur habitat. Donc il faudra naturellement en tenir compte dans l'élaboration du futur projet. Donc le plan qui vous est projeté indique un petit peu ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire qu'on voit bien que sur l'emprise des tranches 3 et 4, on a un point central qui présente un intérêt environnemental particulièrement fort, puisqu'il est à la fois composé de zones humides, de boisements et de haies, sachant que les boisements et les haies sont par définition des zones d'habitat d'espèces protégées, que peuvent être les grenouilles, les oiseaux, les reptiles, etc. Donc naturellement, je dirais que cette actualisation environnementale va avoir un certain nombre de conséquences sur la poursuite de l'opération. On va le voir justement. C'est la suite. Alors, on a identifié donc, différentes conséquences, ou en tout cas à ce stade, différents risques liés à cette actualisation. Déjà, naturellement, un risque de retard par rapport au planning initial. L'année dernière, vous avez indiqué qu'il était envisagé un démarrage des travaux du Bosquet des Sources en 2021. Or, l'inventaire faune-flore qui nous est demandé par les services de l'État impose au moins une étude sur les 4 saisons. Donc, l'étude a été faite. Il y a également la question aussi de l'échange qui est nécessairement mis en place avec les services de l'État. Donc, il y a à minima un décalage d'une année à attendre sur le planning qui vous avait été présenté l'année dernière. Alors, naturellement, qui dit décalage du planning dit également un risque lié à l'augmentation des frais financiers. Autre risque identifié, les difficultés liées à la compensation des zones humides détruites lors de l'aménagement des tranches 1 et 2 de la ZAC de Virlot. En particulier, lors de l'aménagement de la tranche 1, 16 000 m² de zones humides ont été détruites. Ces 16 000 m² devaient être compensés par la création nouvelle de 32 000 m² de zones humides. C'est le principe, on détruit 1 m² de zone humide, on en compense 2. Ces 32 000 m² devaient être réalisés à raison de 18 000 m² sur les tranches 1 et 2 de la ZAC de Virlot, et 14 000 m² sur les tranches 3 et 4, donc sur le programme Le Bosquet des Sources. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les tranches 1 et 2, il y a 6 200 m² qui n'ont pas fonctionné. On a vu également les compensations initiales qui étaient envisagées sur le Bosquet des Sources portaient sur des terrains qui ne peuvent pas être transformés en zone humide. Donc, je dirais que ça sert c'est des compensations qui ne peuvent pas être mises en œuvre. Donc aujourd'hui, notre challenge, c'est de trouver 2 hectares qui vont servir de support de compensation. Alors, comment on va réussir à trouver ces 2 hectares de compensation? Alors déjà, vous l'indiquez tout à l'heure, il y a 14 000 m² de zone humide qui ont été identifiés en tranche 3. Donc il s'agit maintenant de proposer à la DTM d'utiliser ces 14 000 m² pour améliorer la fonctionnalité des zones humides, donc comme surface de compensation. Et sur le second point, trouver de la compensation en dehors du périmètre de la ZAC. Donc, notamment, ça a été abordé lors du précédent comité de pilotage. Ça fait l'objet d'ores et déjà d'un dépôt, d'un dossier complémentaire auprès des services de l'État, et on attend un retour, on espère proche et positif. Dernier point sur lequel on a identifié un risque, c'est devant vous. Là, bien évidemment, surface à préserver supplémentaire, donc de la zone humide, des haies, des boisements à préserver, ce qui indique une diminution de la surface cessible de l'opération.
Donc il est encore trop tôt pour mesurer exactement l'impact qu'aura cette diminution de surface cessible. Et naturellement, notre travail consistera aussi, le cas échéant, à proposer des compensations pour éviter d'impacter trop fortement le chiffre d'affaires de l'opération. Voilà. Sur la partie avancement des travaux, comme vous en doutez, pas de chantier engagé en 2020. Sur les tranches 1 et 2, des petites interventions ponctuelles, notamment pour corriger des erreurs d'implantation, parce qu'il y avait des empiètements du domaine public sur certaines parcelles privatives, donc on a voulu les corriger. Sur la tranche 1 et 2 du bosquet des sources, nettoyage du terrain, mais également et surtout la démolition de la maison existante qui était située sur la tranche 4, qui était située sur la parcelle ZP 249 et qui a fait l'objet d'ailleurs d'un incendie au mois de juillet 2020. Donc on a préféré procéder à la démolition sans attendre. Alors on reste positif et on espère que en tout cas les travaux de viabilisation de la tranche 1 pourront démarrer dans le courant de l'année 2022. Sur la partie commercialisation, on vous l'avait indiqué l'année dernière, les 18 terrains qui nous avaient été confiés, sur les 18 terrains non vendus sur l'emprise de la tranche 2, avaient été réservés. Donc ces réservations ont été confirmées puisque au 31 décembre 2020, la totalité des 18 lots ont fait l'objet de la signature d'un acte notarié, ont été achetés par ceux qui l'avaient réservé. Néanmoins, on peut regretter que les nouvelles études environnementales retardent également le lancement commercial du bosquet des sources, malgré une demande qui reste extrêmement soutenue et extrêmement forte. On sent qu'aujourd'hui, il y a vraiment une forte attente sur la commune de Trélières. Sur la partie évolution du bilan d'opération, ce qu'on souhaite vous dire, c'est que naturellement, on attend l'actualisation des études environnementales. On sait que ces études environnementales vont avoir un impact sur le bilan d'opération. Cependant, c'est encore un petit peu tôt pour pouvoir les chiffrer avec précision. Donc le bilan qui vous est présenté cette année reprend les hypothèses de l'année dernière, donc mérite forcément d'être affiné pour tenir compte je dirais des contraintes réelles de l'opération. On a simplement retenu, on a simplement décalé des hypothèses d'une année pour tenir compte du planning de travaux, puisque c'est le seul élément vraiment fiable qu'on a aujourd'hui. Néanmoins, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au titre de 2020, donc, on a bien évidemment des dépenses d'études qui ont été engagées, en particulier justement pour le diagnostic environnemental. Sur la partie acquisition, l'acquisition de 760 € pour la petite parcelle, un peu d'impôt foncier, assez naturellement. Des travaux, alors sur la partie travaux en tant que telle, la démolition de la maison, qui constitue la quasi-totalité des dépenses, dépenses assez élevées puisque la maison contenait en plus de l'amiante. Les honoraires pour les prestataires, c'est l'équipe de conception qui a notamment travaillé sur l'élaboration d'un cahier de prescription architecturale qui vous avait été soumis au vote il y a quelques mois. Après, les frais majeurs, c'est également des frais de commercialisation qui sont liés à la vente des terrains de la tranche 2 et bien sûr des frais financiers qui restent pour l'instant contenus. Voilà, on revient là-dessus. Alors, simplement les prévisions sur les exercices suivants. 2021 a été consacré à l'actualisation du dossier loi sur l'eau. Également, on a repris la finalisation du projet du bosquet des sources pour intégrer les contraintes zones humides et espèces protégées. On espère que les travaux d'aménagement de la tranche du bosquet des sources débutera en 2022, ce qui permettrait d'avoir un lancement de l'appel d'offres au premier trimestre de l'année 2022. Sur la partie recettes, composée exclusivement du produit de la vente des 18 lots de la tranche 2 de la ZAC, pour un montant hors taxe de 1 394 166 €.
2021 sera forcément une année blanche d'un point de vue commercial, et on espère qu'on pourra reprendre la vente des lots à partir de l'année 2022. Sur la partie financement, on rappelle ce qu'on a déjà dit. Donc la SNC Le Bosquet des Sources assure le financement de l'opération. Petite particularité cette année, forcément pour limiter le montant des frais financiers, il a été décidé de réduire temporairement à 2 600 000 le montant du crédit d'accompagnement. Ce crédit reviendra à son niveau initial, soit 4 millions d'euros, dès que les travaux d'aménagement du Bosquet des Sources seront reprogrammés. Et naturellement, conformément aux stipulations du traité de concession, et malgré les difficultés rencontrées, il n'est pas prévu que nous sollicitions de participation financière ou de garantie auprès de la collectivité. Donc voilà ce qu'on avait à vous dire. En conclusion, naturellement, nos objectifs à court terme, vous imaginez, l'actualisation des études environnementales et du dossier loi sur l'eau, la finalisation du projet d'aménagement, le lancement de l'appel d'offres et bien sûr le lancement de la commercialisation de la tranche 1 du Bosquet des Sources. Voilà, monsieur le maire, donc, nous proposons de soumettre ce dossier à l'approbation du conseil municipal afin d'approuver le bilan provisionnel et les objectifs opérationnels. Nous vous remercions et nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Très bien. Donc, il est proposé donc aux membres du conseil municipal d'approuver le compte-rendu financier et d'activité de la ZAC de Virlou, arrêté au 31 décembre 2020, tel que présenté par l'aménageur. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 27 pour. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Perrion. Merci, M. Mettet. Merci, M. Et puis bonne soirée à vous deux. Merci. À vous. Bonne soirée. Alors, le point 2 maintenant, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties, limitation de l'exonération des 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Isabelle Groslo. Le maire expose les dispositions de l'article 1383 du Code général des impôts permettant au conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L301-1 à L301-6 du Code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés, vu l'article 1383 du Code général des impôts. Vu la délibération du Conseil municipal du 26 juin 1992 relative à la suppression de l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties de 2 ans pour tous les locaux d'habitation. Vu la réforme de la fiscalité locale et les modalités de compensation de la suppression de la taxe d'habitation, notamment le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes. Considérant que pour maintenir le niveau actuel de taxe foncière sur les propriétés bâties, il convient de limiter l'exonération à 40% de la base imposable, le montant de l'exonération représentera alors uniquement l'équivalent de l'ancienne exonération de la part départementale. Vu la présentation faite en commission ressources le 14 septembre 2021, il est proposé aux membres du conseil municipal de décider de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements à 40% de la base imposable en ce qui concerne tous les immeubles à usage d'habitation, de charger le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Remarques? Non? On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 27 pour. Je vous remercie.
Alors, le point 3, c'est demande de subvention auprès de la direction régionale des affaires culturelles pour l'extension des horaires de la médiathèque. Isabelle Groslot. Pour mémoire, l'ancienne bibliothèque était ouverte 19h30 par semaine. Dans le cadre de l'amélioration des services au public et afin de permettre une fréquentation plus aisée, la médiathèque, en service depuis le 21 mai 2019, est ouverte 24 heures par semaine, notamment de manière continue le mercredi et le samedi. En outre, les agents municipaux sont désormais présents durant toutes les périodes d'ouverture, y compris le dimanche. Mardi 16h-18h, mercredi 10h-18h, jeudi 10h-12h, vendredi 16h-19h, samedi 10h-17h et dimanche 10h-12h. Le surcoût total de cette extension s'élève à 9 194,51 € au titre de l'année 2021. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles R 1614-78 et R 1614-88, vu la circulaire MIS 190-89-15C du 26 mars 2019, relative au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales et intercommunales et les bibliothèques départementales, considérant que ces projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture des bibliothèques peuvent recevoir une aide durant 5 années consécutives. Vu la présentation faite en commission ressources le 14 septembre 2021, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention aussi élevée que possible auprès de la Direction régionale des affaires culturelles pour l'extension des horaires de la médiathèque. Merci. Est-ce que vous avez des questions, remarques? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 27 pour. Merci. Alors le point 4, c'est création, suppression de postes au tableau des effectifs. Valérie Robert. Donc création, suppression de postes au tableau des effectifs. Il est proposé les modifications suivantes au tableau des effectifs au titre des promotions internes des agents promouvables sur l'année 2021. Suppression d'emplois. Dans la filière technique, un agent de maîtrise principale, un poste à temps complet. Création d'emplois dans la filière technique, technicien, un poste à temps complet à date de création 1er octobre 2021. Vu la délibération du 28 septembre 2020, créant un emploi d'agent technique à temps non complet à raison de 25h30 hebdomadaires pour répondre à un accroissement temporaire d'activité. Vu la délibération du 25 juin 2018, créant un emploi d'adjoint technique à 6h50 hebdomadaires. Vu la délibération du 25 juin 2018, créant un emploi d'adjoint technique principal de première classe à raison de 30 heures hebdomadaires. Vu la délibération en date du 20 mai 2019, créant un emploi d'adjoint technique principal de première classe à temps non complet 32/35e. Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2018, créant un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 32 heures hebdomadaires. Vu l'accroissement des besoins liés à la restauration avec l'ouverture de nouvelles classes, vu l'accroissement des besoins en ménage liés à la construction de nouveaux bâtiments, il est proposé la modification suivante au tableau des effectifs. Donc, suppression d'emplois dans la filière technique, adjoint technique principal de première classe, un poste à temps non complet 32/35e, un poste à temps non complet 30/35e, une création d'emploi filière technique, adjoint technique principal de première classe pour un poste à temps complet, enfin 2 postes à temps complet au 1er octobre 2021. Dans la filière technique, adjoint technique, un poste à temps non complet 32/35e et création d'emploi adjoint technique, un poste à temps complet au 1er octobre 2021. Donc, suppression d'un emploi adjoint technique, un poste à temps non complet 6,5/35e pour une création d'adjoint technique, un poste à temps non complet 7/35e au 1er octobre 2021. Création d'un adjoint technique, un poste à temps non complet 25,5/35e au 1er octobre 2021.
et d'un adjoint technique un poste à temps non complet 7/35e au 1er octobre 2021. Troisièmement, vu la délibération du 7 juin 2021 créant 12 postes permanents d'adjoints d'animation à temps complet sur les services scolaires à compter du 1er septembre 2021. Vu le recrutement par voie de mutation d'un agent détenteur du grade d'adjoint d'animation principal 2e classe, vu le recrutement dérogatoire sur la base de l'article 38 réservé aux bénéficiaires de l'obligation emploi des personnes handicapées, vu le niveau de diplôme obtenu par l'agent recruté, il est donc proposé la modification suivante au tableau des effectifs à compter du 1er septembre 1er octobre 2021. Suppression d'emplois dans la filière animation, adjoint d'animation, 2 postes à temps complet, par une création d'emplois dans la filière animation, adjoint d'animation principale de 2e classe, 2 postes à temps complet, l'un au 1er septembre 2021, l'autre au 1er octobre 2021. Quatrièmement, vu la délibération en date du 9 novembre 2020, créant un emploi d'attaché territorial à temps complet, vu le départ en retraite de l'agent occupant les fonctions d'assistante de direction, vu le départ de la responsable du CCAS appelée à prendre les fonctions d'assistante au sein de la direction famille, éducation et solidarité, vu l'opportunité de repenser l'organisation des responsabilités au sein de l'espace à tout âge, il est proposé la modification suivante au tableau des effectifs à compter du 1er octobre 2021. Donc suppression d'emploi dans la filière administrative attachée, un poste à temps complet, pour une création d'emploi filière administrative, cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, pour 2 postes à temps complet au 1er octobre 2021. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'émettre un avis favorable à la modification du tableau des effectifs proposé ci-dessus. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 27 pour. Merci. Alors, le point 5, nouvelle organisation du travail du personnel communal. Valérie Robert. Donc, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certaines collectivités et établissements territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures. Un délai d'1 an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents. La définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année. La durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies. Ce principe d'annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d'organisation de ce temps différés selon la spécificité des missions exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la nature des fonctions exercées. Le temps de travail peut également être annualisé, notamment pour les services alternant des périodes de haute activité et de faible activité. Dans ce cadre, l'annualisation du temps de travail répond à un double objectif. Répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Maintenir une rémunération identique tout au long de l'année, c'est-à-dire y compris pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l'agent dont le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées. La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires, calculées de la façon suivante. Donc, nombre total de jours sur l'année, 365. Repos hebdomadaire, 2 jours par 52 semaines, donc 104. Congé annuel, 5 fois les obligations hebdomadaires de travail, c'est-à-dire 25. Les jours fériés, 8. Nombre de jours travaillés égale 228.
Le nombre de jours travaillés égale le nombre de jours fois 7 heures, donc 1596 heures arrondi à 1600, plus la journée de solidarité de 7 heures, ce qui fait un total de 1607 heures. La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures. Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne bénéficient d'une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes. L'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures. Les agents doivent bénéficier d'un repos journalier de 11 heures au minimum. Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les agents doivent disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche. Le maire rappelle enfin que pour des raisons d'organisation et de fonctionnement des services, et afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient parfois d'instaurer pour les différents services de la commune des cycles de travail différents. Fixation de la durée hebdomadaire de travail et détermination des cycles de travail. Les horaires des agents annualisés sont aménagés par service, en lien avec les responsables de service et les agents concernés, afin de répondre aux spécificités de chaque service. Les agents non annualisés ont fait le choix de supprimer leur heure volante et de passer la durée de travail effective à 40 heures par semaine, c'est-à-dire 5 journées de 8 heures, avec la conservation des 29 jours de congé et une augmentation du nombre annuel de jours de RTT à 23. La journée de solidarité est prise en compte dans le temps de travail des agents. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 47, vu le décret numéro 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, vu le décret numéro 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, vu la délibération du conseil municipal du 23 février 2001 relative à la réduction du temps de travail 35 heures du personnel communal, considérant l'avis du comité technique en date du 10 septembre 2021, vu l'avis de la commission ressources du 25 mai 2021, il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter la proposition du maire relative à la nouvelle organisation du travail du personnel communal, décide que la nouvelle organisation du travail prendra effet à compter du 1er janvier 2022. Merci. Est-ce que vous avez des remarques, questions, M. Bouzanek? Cette délibération entérine le travail d'adaptation de la collectivité au passage du temps de travail des agents territoriaux à 1607 heures annuelles. Nous n'avons jamais participé à aucune des étapes de ce processus. Les représentants du personnel ayant validé le cadre qui est proposé ce soir, nous le ferons également. Nous voterons pour. L'annonce de cette nouvelle organisation se télescope avec l'actualité douloureuse pour l'ensemble du personnel de la commune. Le personnel communal est en pleine détresse, c'est inédit et grave. Grave à tel point que certains sont très inquiets. Ils disent pêle-mêle, hantise de croiser le maire et ou les élus. Impossible de continuer comme ça, plus de confiance envers l'équipe municipale. Éviter la casse humaine, on a de la chance qu'il ne soit rien encore arrivé. Madame Robert, vous êtes déléguée aux ressources humaines. Vous êtes alertée depuis le mois de juillet de cette situation grave. Qu'avez-vous fait depuis? Rien. Les communiqués des représentants du personnel s'enchaînent. L'ampleur de la souffrance au travail pour bon nombre d'agents est latente. Déjà interrogé sur ce sujet en conseil exceptionnel du 13 septembre, M. le maire a affirmé que lui et ses adjoints ne s'adressaient jamais aux agents, à part les chefs de service. C'est un pur mensonge, les agents nous le confirment. Ils disent « Les élus donnent des consignes pour ne pas faire de concertation entre les services pour certains projets. Ils mentent sur certains projets. Il y a des fâcheries d'ego entre les élus semant le trouble dans les services et entre agents. Il y a sans cesse des prises d'initiative personnelles des élus. De deux choses l'une, Madame Robert. Soit vous n'avez pas les compétences pour gérer cette situation, puisque rien de concret n'est proposé à part enquêter ou proposer un soutien psychologique,
ce que réfutent les agents, soit vous n'avez pas les moyens, c'est-à-dire les coups des franches pour agir. Qu'en est-il ? Écoutez, je pense que depuis que j'ai été informée de ce souci, j'ai rencontré les représentants du personnel à plusieurs reprises, encore jeudi soir, accompagné du délégué syndical, vendredi, le médecin de prévention. Et en conclusion, nous allons organiser un CHSCT en présence du médecin de prévention. D'autre part, les élus vont suivre une formation de cohésion d'équipe et un rôle d'élu. Donc, nous allons aussi travailler à la mise à jour du document unique et nous travaillerons en concertation avec les représentants du personnel et le médecin de prévention. Donc, si vous estimez que je n'ai rien fait depuis que j'ai pris mes fonctions, écoutez, je suis désolée. Écoutez, ce qu'en disent les agents, en tout cas, c'est clair, c'est qu'il ne s'est rien passé. Écoutez, je vous donne en conclusion ce que nous allons mettre en place et je vais à nouveau rencontrer avec monsieur le maire et d'autres élus, les représentants du personnel. Nous allons travailler avec eux. Très bien. Alors, pas d'autres questions, merci. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 27 pour, merci. Alors, le point 6, convention de mise à disposition de la salle Maurice Vian au profit du groupe de musique. Béatrice Mirmont. Le maire de Trélières dispose d'une salle spécifique dédiée aux répétitions musicales au sein du complexe sportif Héraclès, la salle Maurice Vian. Cette salle peut être mise à disposition de groupes de musique à titre gracieux. Il est nécessaire juridiquement que ces mises à disposition soient subordonnées à la conclusion d'une convention écrite entre les groupes de musique et la mairie. Cette convention de mise à disposition précise les conditions d'utilisation et les engagements des groupes de musique, activités, horaires, propreté, fermeture, consignes de sécurité. Cette convention pourra être établie à titre ponctuel ou à titre régulier dans la limite d'une année renouvelable. Il est proposé aux membres du conseil municipal de valider la convention de mise à disposition de la salle Maurice Vian, d'autoriser le maire à signer les conventions. Merci. Est-ce que vous avez des remarques, questions sur ce point? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Oui, pardon. Juste une remarque, si je peux me permettre. Ce qui serait bien de rajouter, c'est au niveau assurance. C'est dans la convention. C'est dans la convention. Ouais. Merci. Merci. Voilà. Alors, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 27 pour. Merci. Alors, le point 7, c'est Atlantico, eau potable, rapport annuel 2020. Monsieur Rincé. En application de l'article L. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales, loi numéro 2010-798 du 12 juillet 2010, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable doit être présenté au conseil municipal. Ce rapport est établi par le syndicat départemental d'alimentation en eau potable de Loire-Atlantique, dénommé Atlantique Eau, qui est maître d'ouvrage de la distribution d'eau potable sur les 165 communes membres. Sur le territoire du syndicat intercommunal du Sillon de Bretagne, l'exploitation du service est assurée par Veolia Eau. Considérant que le rapport annuel d'Atlantique Eau a fait l'objet d'une présentation en commission d'aménagement du 16 septembre 2021, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel d'Atlantique Eau sur le prix et la qualité du service d'eau potable pour l'exercice 2020, consultable en suivant ce lien. D'émettre un avis favorable sur ce rapport. Très bien, tout le monde a eu le rapport, je pense, l'a lu sans doute. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, on va passer à l'avis favorable. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je suppose que monsieur Renaud qui s'est abstenté a voté pour. Donc, on considère qu'il y a 27 pour. Merci. Alors, le point 8, fixation du montant de la redevance d'occupation. 27 pour, hein, monsieur Renaud n'a pas voté. Donc, comment? il a On va pas attendre voté, qu'il arrive. Il n'a pas donné de pouvoir.
Non, mais bon, on attend. Ah, vous pouvez mettre 26. Hein? On pourra demander à M. Renaud après. 26, vous pouvez mettre 26 pour. Bon, alors donc 26 pour. Voilà, c'est tout. Non, mais j'avais cru comprendre que vous étiez d'accord pour voter tous les 6. Mais... Oui, non, d'accord. Voilà. Donc 26 pour. Voilà. Donc le point 8, fixation du montant de la redevance d'occupation du domaine public communal pour les ouvrages des réseaux publics de transport et distribution d'électricité. Année 2021, Claude Rincé. Donc, vu le décret 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification de redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. Considérant la présentation faite en commission aménagement du 16 septembre 2021, il est exposé ce qui suit. Le plafond de redevance pour l'année 2021 est établi selon les formules suivantes. Plafond redevance égale 0,380 par P de 204 euros. Voilà. P est la population sans double compte de la commune du dernier recensement. I est l'index ingénierie. Les coefficients 0,380 et 1204 sont calculés suivant l'article R 2333-105 du Code général des collectivités territoriales pour une commune dont la population est entre 5 000 et 20 000 habitants. Le montant du plafond de la redevance pour l'année 2021 s'élève donc à 3 496 euros. Il est proposé aux membres du conseil municipal de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issue du recensement rénové dont les résultats ont été authentifiés par le décret numéro 2017-531 du 13 avril 2017 et applicable au 1er janvier 2021, soit 9 701 euros. De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l'indication du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d'avis au journal officiel de la République française, soit un taux de révalorisation de 40,29% applicable à la formule de calcul ici du décret précité. De valider le montant de 3 496 euros pour la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics et transports de distribution d'électricité pour l'année 2021. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions, remarques? Non? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 26 pour, merci. Le point 9, c'est fixation du montant de la redevance d'occupation du domaine public communal due par Orange, année 2021, Claude Rincé. Vu l'article L 2122 du Code général des collectivités publiques, vu l'article L 47 du Code des postes de communication électronique, vu l'article L 2322-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relative aux redevances d'occupation du domaine public. Considérant que l'occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l'occupation, de la valeur locative et des avantages qu'en tire le permissionnaire. Vu la présentation faite en commission aménagement du 16 septembre 2021, le tarif de base 2006 sont les suivants. 40 euros le kilomètre d'artère aérien, 30 euros le kilomètre d'artère souterraine, 20 euros le mètre carré d'emprise au sol. Le coefficient d'actualité pour la redevance a été de l'exercice 2020 est de 1,37 632, soit 55,05 euros le kilomètre aérien, 41,29 euros le kilomètre souterrain et 27,53 euros le mètre carré d'emprise au sol.
Je vous passe les tableaux qui veulent redire la même chose. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public due par l'Orange pour l'année 2021 à 6 396,35 €. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame de Cotigny. Madame Jalin, pardon, excusez-moi. Non, pardon, ça n'a rien à voir avec la délibération. Je voulais juste dire que sans faire d'audit de communication, c'est assez imbuvable d'écouter ces délibérations à suivre. Vous n'êtes absolument pas obligé de nous faire lecture de tous ces textes réglementaires. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et que ça fatigue d'entendre des trucs aussi longs. La règle est de... Non, il n'y a aucune règle qui vous oblige à faire ça et ça rend les sujets quoi, complètement imbuvables. Je vais passer directement sans la délibération. Si vous voulez, je pense mais qu'il y a des gens que ça peut intéresser, savoir combien on touche en termes de redevances. Vous pouvez juste nous expliquer brièvement de quoi il s'agit sans donner lecture de tout ça, ce sera moins long. C'est à ma convenance. Donc, voilà. L'audit va servir alors du coup. Comment? L'audit va servir du coup. Bah ouais, j'ai l'impression. Ouais. Avez-vous des... Dommage quoi. Avez-vous des questions? Oui. Donc elle s'est passée. Avez-vous d'autres questions? Non. Donc on passe au vote. Qui est pour? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour, merci. Le point 10, fixation du montant de la redevance d'occupation du domaine public communal, due par GRDF, année 2021. Claude Rincé. Bon, je vais vous passer le commentaire, parce que vu le nombre d'éléments que ça représente, on va passer directement au vote. Je ne sais pas si c'est légal. Si c'est légal. Madame la DGS. Donc normalement on lit... Bon, alors je vais lire. Il faut lire. Excusez-moi. Bon, je vais parler moi. Fixation du montant de la redevance d'occupation du domaine public communal due à GRDF, année 2021. Vu le décret numéro 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz. Vu le décret numéro 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. Vu la présentation faite en commission aménagement le 16 septembre 2020, est exposé ce qui suit. Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-86 du Code général des collectivités territoriales, le concessionnaire est tenu de s'acquitter auprès des communes d'une redevance au titre de l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution en gaz naturel, ainsi qu'au titre des occupations provisoires du domaine public par les chantiers de travaux. Le montant de cette redevance doit être fixé et validé par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants. Donc la base L1 est la longueur en mètres de canalisation de gaz naturel sous domaine public. CR1 est le taux de revalorisation. Le plafond 0,35 €. Le L2 est la longueur en mètres des canalisations construites et renouvelées sur le domaine public et mise en gaz en cours de l'année 2019. CR2 est le taux de revalorisation. Il est proposé de fixer le montant de redevance d'occupation et d'occupation provisoire du domaine public au plafond exposé ci-dessus. Je vais vous passer le plafond, puisque c'est le calcul tout simplement. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'arrêter à 1 741 € le montant des redevances d'occupation et d'occupation provisoire du domaine public dû par GRDF pour l'année 2021. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? C'est bien la commission d'aménagement du 16 septembre 2020 ou 2021 2021, pardon. J'ai lu... Bah où c'est marqué 2020? Oui. Ah, c'est une erreur. C'est 2021. C'est 2021. Merci. Donc on passe au vote. Alors qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 27 pour, merci.
Le point 11, foncier, déclassement rue de la Leuf, parcelle AH, numéro 59, Benjamin Vacher. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1311-1 et suivants, L2121-2, L2241-1, considérant que le déclassement et la désaffectation du domaine public de l'emprise concernée ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, considérant que ce déclassement n'est pas soumis à enquête publique, considérant la présentation faite en commission aménagement le 16 septembre 2021, il est exposé ce qui suit. Suite à une demande des propriétaires de la parcelle AH58, il a été constaté que la parcelle AH59, domaine public communal, est intégrée par sa configuration et son usage à une parcelle privée. Afin de faire correspondre les limites cadastrales à la situation réelle du terrain, il est envisagé de céder la parcelle AH59 au propriétaire. Il est donc proposé de régulariser la situation en constatant la non-affectation à l'usage public de la parcelle AH59 pour une contenance totale de 63 m² et en la déclassant du domaine public. Il est proposé aux membres du conseil municipal de constater la non-affectation à l'usage public de l'emprise objet de la présente délibération, d'autoriser le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section AH59 d'une contenance totale de 63 m², d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien cette affaire et à signer tout document relatif à ce dossier. Très bien, merci. Qu'est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 27 pour, merci. Le point 12, alors foncier, déclassement de la rue des Cherrois, domaine public, Benjamin Vacher. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1311-1 et suivants, L2121-2, L2241-1, considérant que le déclassement et la désaffectation du domaine public de l'emprise concernée ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, considérant que ce déclassement n'est pas soumis à enquête publique, considérant la présentation faite en commission aménagement le 16 septembre 2021, il est exposé ce qui suit. Suite au remaniement cadastral sur la commune de Trélières, des ajustements de limites cadastrales doivent être réalisés. Après négociation avec l'indivision Moreau, propriétaire rue de la Cherrois, il convient de procéder à un échange foncier. Le jardin privatif de l'habitation au 10 rue de la Cherrois est intégralement inclus dans le domaine public. Il convient de déclasser le domaine public situé à l'avant de l'habitation pour une superficie de 272 m², comme mentionné en vert sur le plan annexe. Il est proposé aux membres du conseil municipal de constater la non-affectation à l'usage public de l'emprise, objet de la présente délibération, d'autoriser le déclassement du domaine public de 272 m² au nord-ouest de la parcelle AH42, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien cette affaire et à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Pas de questions sur ce point. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 27 pour, merci. Le point 13, échange foncier, rue de la Fronière, rue de la Gagnerie, indivision minier, Benjamin Vacher. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L2111-1 à L2111-3 et L2111-14, considérant la délibération 2021-06-196 en date du 7 juin 2021, constatant la non-affectation de la parcelle ZZ numéro 258 au domaine public et déclassant ladite parcelle du domaine public. Considérant le plan local d'urbanisme intercommunal et notamment l'emplacement réservé K34, considérant les présentations faites en commission aménagement le 18 mai 2021 et le 16 septembre 2021, il est exposé ce qui suit. Dans le cadre d'un bornage, il a été constaté qu'une partie du domaine public communal est intégrée par sa configuration et son usage à une parcelle privée. Afin de faire correspondre les limites cadastrales à la situation réelle du terrain, il est envisagé de réaliser un échange foncier avec l'indivision minier. Il est donc proposé de régulariser grâce à un échange foncier sans souche, partie accédée de la commune rue de la Garnerie par l'indivision minier, parcelle ZZ numéro 158, 113 m² plus 13 m², la partie communale accédée à l'indivision minier, parcelle ZZ 42, 19 m² rue de la Garnerie, la parcelle ZZ numéro 258, 26 m² rue de la Fronière.
il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser l'échange foncier sans soult avec l'indivision minier, soit une partie de la parcelle ZZ numéro 158 pour une superficie de 126 m² contre une partie de la parcelle ZZ numéro 42 et la parcelle ZZ numéro 258 pour une superficie de 45 m². D'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte authentique, à intervenir et à signer tous les documents relatifs à cette acquisition. Parfait, merci. Est-ce que vous avez des questions? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 27 pour, merci. Point 14, dénomination de voie, impasse des Rochers. Benjamin Vacher. Dans le cadre du permis d'aménager numéro 044 209 20 E002, situé au 41 rue de Nantes, une voie privée a été créée. Il convient aujourd'hui de la dénommer. Les propositions ci-dessus ont été faites aux membres de la commission aménagement le 16 septembre 2021. Impasse du Soleil Levant, impasse de la Mine Rocheuse, impasse des Rochers. Après échange, les membres de la commission aménagement ont retenu la dénomination suivante, impasse des Rochers. Il est proposé aux membres du conseil municipal de dénommer l'impasse du permis aménagé numéro 044 209 20 E002, impasse des Rochers. Est-ce que vous avez des questions, remarques? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 27 pour, merci. Voilà, j'en ai terminé pour l'ordre du jour du Conseil. Les points divers, je crois que M. Renaud, vous aviez 4 points. Vous avez envoyé 5 points, pardon. Pour la première question. Donc la première question, nous avons découvert dans notre boîte aux lettres, en même temps que tous les Tréliérains, un flyer intitulé « Et si vous deveniez référent de votre village ou hameau ?» Votre équipe s'était engagée à en discuter en commission, mais rien n'a été fait. Nous avons plusieurs questions à vous poser sur votre méthodologie. Première, chaque Tréliérain est-il ou non rattaché à l'un des 13 villages ou hameaux? Si oui, comment en a-t-il été informé? En particulier s'il voulait postuler pour être référent. Deuxième question, comment pouvez-vous légalement indiquer que pour être référent, il faut ne pas avoir été candidat à un mandat électoral? Troisième question, comment pouvez-vous, fin octobre, faire l'installation des référents en réunion plénière, en leur présentant les modalités de fonctionnement du Conseil des référents et en validant la charte des référents, alors que le Conseil municipal n'a pas délibéré sur la mise en place de ce nouveau Conseil? Ok. Le mien. Mesdames et messieurs, je vous remercie de me permettre de faire un focus sur notre action. En effet, désigner des référents villages était inscrit dans le programme validé par la majorité des Tréliérains aux dernières élections municipales et je suis ravie de pouvoir le mettre en place. Vous n'êtes pas sans l'ignorer, même si la notion de référent village ou hameau fait écho au référent de quartier obligatoire dans les communes de plus de 80 000 habitants, conformément à la loi du 27 février 2002, dite loi Vaillant, elle n'est en aucun cas soumise à une réglementation dans un cadre juridique pour les communes de 10 000 habitants. Sa mise en place est l'expression d'une volonté politique et donc ici de l'action de l'équipe majoritaire. Concernant le rattachement de chaque Tréliérain à une zone, il est clair qu'a priori, des Tréliérains se sont interrogés sur leur rattachement. Tous ceux qui ont pris contact en mairie ont reçu une réponse. Je vous donnerai l'exemple de Virlou qui a souhaité être une entité unique et demande à laquelle nous avons accédé. D'autres villageois demandent à être rattachés à un secteur ou à un autre. Il est bien évident que nous ne pouvons pas accéder à toutes les demandes et que chaque cas est étudié. Je continue. Concernant votre question sur comment pouvons-nous légalement indiquer que pour être référent, il ne faut pas avoir été candidat à un mandat électoral, je vous répondrai là aussi, monsieur, que la mise en place des référents de villages et hameaux n'est pas une obligation réglementaire et que les critères de candidature sont pris par notre équipe, qui a souhaité que les référents ne soient pas politisés ni instrumentalisés. Je le rappelle, le référent doit exercer son action avec neutralité, dans le but de servir son village ou hameau au nom de l'intérêt commun. Enfin, pour répondre à votre dernière question, le tirage au sort auquel vous serez invité sera fait par les élus du conseil municipal enfant. Une fois les référents informés de leur nomination, une réunion de présentation sera organisée afin qu'ils se rencontrent, expriment leurs attentes, une charte sera proposée, amendée possiblement par les concernés. En conseil de novembre, voire décembre, une information sera faite à l'ensemble des élus, les actions, les idées et les retours des référents seront présentés dans les commissions en lien avec les sujets concernés.
Enfin, et pour conclure, il n'a jamais été question de créer un conseil de référents. Le fonctionnement sera acté avec les référents eux-mêmes lors de la réunion de lancement. Très bien, merci. Vérité. Je vais réagir si vous voulez. On avait demandé par mail à ce que la procédure soit suspendue puisque les principes n'étaient pas clairs. Vous avez pu voir ce matin dans Ouest France M. Guy Vic du quartier Ragon qui dit qu'en fait les principes n'ont pas été précisés. Vous faites référence à ceux qui ont téléphoné en mairie ou ceux qui se sont inscrits. Tout tréliérain devait avoir les conditions précises pour pouvoir connaître, pour pouvoir savoir s'il souhaite, à quel village il appartenait et s'il voulait s'inscrire comme référent ou pas. C'est pas, vous faites les choses à l'envers, vous expliquez les choses si les gens vous le demandent. En fait, les tréliérains sont en droit d'avoir... Le flyer n'était pas précis. Et nous avons défini plusieurs secteurs et effectivement, il y a quelques secteurs où les gens s'interrogent. Mais ils ont pris contact avec la mairie. Je n'ai pas bien compris votre première réponse. Tout tréliérain est rattaché à un des 13 villages. À la base, effectivement, quand on découpe une commune, les habitants sont systématiquement répartis sur les différents secteurs. Reste que certains s'interrogent, effectivement. Vous vous interrogez ou pas? Parce que c'est ça ma question. Moi, je suis là surtout aussi pour répondre aux questions qu'on me pose et que les habitants me posent. Donc, ils me contactent. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu un plan qui ait été diffusé en même temps? Vous faites référence aux communes plus grandes, même les communes de moins de 10 000 habitants qui n'ont pas l'obligation de mettre des comités de quartier en place, précisent les choses. Toutes les informations sont données en amont. Au découpage scolaire. Ça fait je ne sais combien de fois qu'on vous dit que vous faites les choses à l'envers. Vous n'avez pas précisé les choses. Moi, je suis du quartier sud. La rue des Mares, elle peut être attachée à Aragon, elle peut être attachée à la route du Verger. Ce n'est pas aux gens de vous interroger pour savoir à quel village ils sont rattachés. Indirectement, si quand même. L'autre chose, si vous voulez, Madame Béragne, concernant, vous répétez que la majorité a décidé, la majorité précisera, la majorité informera. On vous rappelle qu'on est en conseil municipal et qu'au sein du conseil municipal, il y a des délibérations qui se prennent et que les conseils de quartier ou les groupes ou les choses qui se mettent en place se mettent après discussion et délibération juste s'ils sont au conseil, absolument pas si ce sont des réunions comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et je reviendrai vers vous pour vous dire quelles seront les modalités. Sur votre flyer, vous parlez de conseil des référents. Vous l'avez dit sur votre flyer, il faut être clair. Ce n'est pas un conseil formalisé, si vous voulez. Ah bah oui, c'est un conseil, mais pas formalisé, donc on ne parle pas en conseil municipal. C'est très clair, en fait. En fait, le vrai problème, c'est surtout qu'on avance et qu'on continue à avoir des actions et qui vous dérangent. Alors, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, même s'il y a un changement d'adjoint, s'il y a des démissions d'adjoints, ce n'est pas le problème du conseil municipal. L'action doit continuer. Les engagements pris à un moment donné... On s'était engagé sur les référents, on avance. Ne me coupez pas, s'il vous plaît, Madame Béragne. Les engagements qui sont pris à un moment par un adjoint sont sous l'autorité du maire et donc sont valables. Si on peut nulle part faire référence aux décisions qui ont été prises à un moment donné et qu'à chaque nouvel adjoint, il y a des choses qui changent, en plus, on a appris en interrogeant la commune que finalement, c'est vous qui allez prendre la participation citoyenne et vous occuper de ça. Aucune information n'a été donnée en commission. Aucune information n'a été donnée aux conseillers municipaux. Pour la simple et bonne raison que les démissions n'ont pas été actées, ont été actées au mois d'août. Non, mais enfin, vous avez décidé quand? Votre flyer, il est parti quand? C'est un travail collectif. Votre flyer, il est parti. Vous venez de dire que c'est une décision. Vous venez de dire que c'est une décision d'équipe. Oui, l'équipe a continué à travailler, même si elle a des démissions, quoi qu'il en coûte. Donc l'équipe travaille complètement en dehors des commissions. Donc c'était un travail en parallèle. Très bien. Excusez-moi, ce qui est intéressant quand même là-dedans, c'est si les tréliérains viennent poser des questions au niveau de la mairie, c'est qu'au moins ils s'intéressent à ça. C'est déjà pas mal. Ou qu'ils n'y comprennent rien. Je voulais juste dire un dernier tour. Pour les tréliérains, ils apprécieront. Madame Béragne, nous attirons votre attention sur l'illégalité de votre mesure en disant que les gens qui ont été sur une liste aux élections ne peuvent pas y participer. Ça s'appelle de la discrimination et nous mènerons, on l'a déjà laissé entendre. On vous fait confiance, vous mènerez un combat, voire, etc. Non mais vous moquez pas, prenez pas à la légère nos propos. C'est la discrimination. Sur d'autres questions, on vous dira qu'au dernier conseil municipal, on est intervenu par rapport au règlement intérieur. On a
contacté le contrôle de la légalité de la préfecture qui nous a donné raison. Donc jouez pas avec nous sur le fait qu'on serait critique sans arrêt. La discrimination, vous savez ce que c'est, Madame Béragne? Oui, je ne jouerai pas avec vous, vous êtes mauvais joueur. Pardon? C'est super. Oui, c'est un fait. C'est super. Le concours de jeu de mots. Il faut arrêter. C'est vraiment à la hauteur, ça. N'est-ce pas? Mais je me mets à votre niveau, monsieur. On se met à votre niveau. Hein. Allez, deuxième question, Monsieur Renou, Monsieur, je ne sais pas qui. Deuxième question, dans vos questions diverses, Madame Jalin. Madame Chepaki. Oui. Alors, donc nous avons récemment découvert qu'une consultation intitulée « Votre avis sur les places du bourg » avait été lancée sans aucune information préalable donnée aux élus et membres des commissions sur le rôle d'un tel avis. Donc pourquoi une telle enquête sans discussion préalable en commission aménagement alors que le sujet a déjà été abordé plusieurs fois et évoqué encore tout récemment dans la presse? Est-ce une remise en cause du projet présenté par la majorité lors de la campagne et si oui, pourquoi? Alors oui, il s'agit bien d'une question ouverte, avec comme intitulé « En dehors du marché, quel usage pour la place au cœur de la commune ?» Une majeure partie de notre équipe a souhaité une concertation sur ce sujet. Donc, cette question ouverte. Il ne s'agit absolument pas de remettre en cause la réunification des deux places, mais uniquement une réflexion sur son utilisation en dehors du marché. Nous vous présenterons la prochaine commission aménagement, le résultat de cette enquête et le projet de la réunification de ces deux places. Très bien, merci. Troisième question. Sur les commissions municipales et désignation de leurs membres. Depuis la démission de vos adjoints, aucune délibération n'a jamais eu lieu en conseil pour la désignation des personnes amenées à les remplacer dans les différentes commissions municipales. Nous avons interrogé le bureau de contrôle de légalité de la préfecture, je viens de vous le dire, qui nous a répondu que c'était obligatoire. Comment se fait-il que vous n'ayez pas respecté les règles prévues à la fois par le Code général des collectivités territoriales, mais aussi par votre règlement intérieur du CM que vous avez adopté? Comment comptez-vous régulariser rapidement la situation? Les mises à jour des commissions municipales sont de la compétence de l'adjoint chargé de l'administration générale. Cette compétence est exercée par M. Laveillant, qui ne l'a plus depuis le dernier conseil municipal, le 13 septembre 2021, suite à sa démission au 31 août. J'ai été investie de cette compétence à compter du 14 septembre 2021, jour de la commission ressources que j'ai présidée. À cette commission, j'ai précisé que la préfecture demandait effectivement à la municipalité, dans un courrier de fin août, de revoir certains articles, et entre autres sur les commissions municipales. Nous nous sommes réunis, élus de la majorité, le 21 septembre pour revoir les compositions des commissions municipales, pour être en adéquation avec les commissions existantes, les nouvelles répartitions de délégations entre les adjoints et les conseillers délégués, ainsi que le règlement intérieur. Parallèlement, il convenait de mettre à jour le règlement intérieur du conseil municipal, entre autres ses articles 6 et 8. Enfin, j'annonçais à la commission ressources mon souhait de mettre en place un groupe de travail pour réfléchir sur l'article 20, les enregistrements audiovisuels des conseils municipaux, ainsi que la charte de l'élu. Le groupe travaillera donc sur ces thèmes le 12 octobre. Les résultats seront présentés à la commission le 20 octobre, en même temps que les commissions mises à jour, pour être proposées à la validation des élus au conseil municipal du 8 novembre. Merci Madame Groslo, mais ce n'est pas la question. La question, c'est comment vous comptez régulariser ce que vous auriez dû faire, qui aurait dû être présenté aux délibérations. Madame Cabrezin, depuis le départ de Madame Cabrezin, aucune présentation, aucune délibération n'a été présentée au conseil municipal. Madame Cabrezin faisait partie de 7 commissions municipales, groupements, voire groupes intercommunal. On ne sait pas aujourd'hui, on l'a vu derrière dans certaines commissions, personne ne sait ici, même pas vous, qui est membre de quelle commission. Il y a une nouvelle commission qui a été créée en juin, on n'a pas les noms de ces membres de commission. Donc c'est une obligation. Donc on vous demande de régulariser ce que vous n'avez pas légalement fait. Qu'on rediscute après du règlement intérieur, comme on l'a évoqué, qu'on participe à ce groupe, comme on a donné notre accord, c'est une chose pour l'avenir. Mais pour le passé, il y a des délibérations qui auraient dû être mises en place, qui auraient dû être tenues. Le contrôle d'égalité de la préfecture a été très clair.
Et en plus, dans le règlement intérieur, même si on a modifié l'article 12, si vous avez modifié l'article 12 au conseil municipal, au dernier conseil municipal, il n'empêche que les désignations doivent passer par des délibérations du conseil municipal. Donc à un moment donné, on peut nous renvoyer, comme vous avez fait Madame Groslo en commission, qu'on vote contre à chaque fois le règlement intérieur, mais on vote contre en argumentant, en s'appuyant sur du droit, et on a là, Madame Béragne, on a le soutien du contrôle de légalité de la préfecture. Donc on ne dit pas n'importe quoi. Donc il s'agit de régulariser des situations qui ne l'ont pas été. C'est chose qui sera faite au conseil municipal du 8 novembre. Aujourd'hui, il aurait dû y avoir régularisation. Vous avez reçu un avertissement, entre guillemets, ou en tout cas un avis de la préfecture disant que vous deviez régulariser, vous pouviez le présenter pour le conseil municipal d'aujourd'hui. On va le faire plus tard, ultérieurement. Je viens de vous le dire, j'ai pris cette fonction-là le 14 septembre. Oui, alors pour un conseil le 24, j'aurais voulu présenter oui, quand même ce dossier. Excusez-nous, Madame Groslo, mais on ne peut pas, s'il y a des démissions encore demain, on ne peut pas à chaque fois faire comme si tout redémarre. Tout Donc à l'heure, il aurait M. fallu Colomba que je disait présente... on a une nouvelle équipe. Non, il aurait fallu que je présente le dossier sans passer en commission ressources, alors. Comment ? Il aurait fallu que je présente le dossier ce soir sans passer en commission ressources. Non, donc vous m'auriez fait la réflexion aussi. Le courrier de la préfecture, le courrier de la préfecture, vous l'avez eu rapidement. Hein, vous avez dit début juillet. Fin août. On l'a reçu fin août. Et j'en ai pris connaissance que mi-septembre, quand j'ai pris la délégation. Oui. Non, mais c'est comme... Je fais juste une dernière remarque. Écoutez, la préfecture, en plus, c'était des recommandations. J'ai lu le courrier, ce ne sont pas des avertissements. Des recommandations, mais nous, sur quoi on s'appuie, c'est du droit. Oui, mais je vais l'appliquer, il n'y a aucun souci. Sur le droit. Mais je vous ai présenté ma façon de voir les choses, le planning. Je veux respecter l'ordre, je veux passer en commission ressources avant. Voilà. C'est pour ça que j'ai refusé de le passer en la dernière commission le 14 septembre, parce que je découvrais le dossier. Je ne présente pas un dossier que je ne connais pas. Et donc on n'a nulle part, je dis ça simplement en conclusion, on n'a nulle part un document qui dit quels sont les membres de telle commission, qui a remplacé Madame Cabrezin, qui a remplacé les élus récemment. Et à une commission, on a vu qu'il y avait, dans la convocation à la commission, il y avait des difficultés à savoir qui en faisait partie. Bon, alors on passe à un point suivant. Oui, donc pour notre quatrième question, nous souhaitons savoir pourquoi la commission que vous avez créée le 7 juin, commission développement durable, transition énergétique et participation citoyenne, ne s'est pas réunie depuis ce conseil municipal du 7 juin, alors que pour ce conseil municipal-ci, il y avait au moins 3 points qui la concernaient. La concertation sur la Ménardet, l'avis sur les 2 places du centre-bourg et les référents village-hameau, évidemment. Et je soulignerai aussi que cette commission, elle fait un peu suite au COPIL développement durable, qui s'était réunie, sauf erreur de ma part, une seule fois depuis le début du mandat. Donc, alors, je vais répondre. Les membres de cette commission développement durable, transition énergétique ont été désignés le 21 septembre lors de notre réunion majoritaire. Elle sera présidée par M. Frédéric Chapeau, nouvellement nommé conseiller délégué. Vous avez eu l'information tout à l'heure. Elle se réunira en fonction de l'avancée des projets en lien avec le développement durable et ou de la transition énergétique. S'agissant de la participation citoyenne, il nous est apparu opportun de ne pas la rattacher à cette seule commission, car ce mode d'expression peut être évoqué dans toutes les autres commissions, entre autres famille, éducation, solidarité, aménagement, culture, patrimoine, tourisme. Donc c'est encore une fois quelque chose qui n'avait pas été suffisamment réfléchi et cadré avant de... Non, c'est tout simplement la mise en place d'un conseiller délégué supplémentaire qui s'est porté volontaire pour présider cette commission développement durable, transition énergétique. Donc on s'est dit, la participation citoyenne, ça touche toutes les commissions, donc on la partage entre les commissions. Oui. Frédéric, tu veux prendre la parole ? Oui, s'il vous plaît, monsieur le maire.
Donc effectivement, comme vous l'avez pu l'entendre, monsieur le maire m'a nommé délégué, avec l'approbation de tous mes collègues élus de la majorité. Donc je vais prendre cette fonction avec enthousiasme. Donc là déjà, je peux vous dire qu'il y a 2 réunions prévues à la CCEG où je vais participer sur l'énergie solaire notamment, et la deuxième sur la transition écologique. Donc ce qui va me permettre de redécouvrir et réapprendre des choses avec mes petits moyens. Parce qu'on est souvent traité un peu d'incompétent, donc là je vais redécouvrir et apprendre des choses. Et je vous convierai, donc je ne sais pas qui sont les membres malheureusement encore de l'opposition qui participent, mais ils seront conviés à une réunion fin octobre, début novembre, afin de repartager les choses et de mettre en place un plan d'action rapidement. Et on se réunira, je pense, tous les 2 à 3 mois et développer ensemble. Donc j'espère que ça sera constructif, pas comme ce soir, mais que ça sera constructif à l'avenir et que tout le monde puisse s'exprimer, faire avancer les choses pour que dès 2022, des actions importantes, on va essayer d'en faire en 2021, mais des actions importantes soient mises en place. Voilà. Merci. Vous vous rendez compte que le 7 juin, on met en place une commission et aujourd'hui, on apprend que cette commission-là, en fait, elle est cassée en 2 et elle n'a pas fonctionné et elle ne va pas fonctionner. Elle ne va pas fonctionner, c'est vous qui le dites. Non, mais avec la participation citoyenne qu'on diffuse dans différentes commissions. Et elle va se réunir sans que la Constitution ait été votée au CM. Alors, ce ne sera pas une commission, ce sera une réunion de travail. Non, mais je viens de vous le dire, je l'ai dit, on peut reprendre l'enregistrement si vous voulez, mais je viens de le dire, ce sera une réunion de travail. Donc si on ne peut pas travailler ensemble, ça ne sert à rien, autant qu'on ne se réunisse pas, quoi. Si vous ne voulez pas venir, vous ne viendrez pas, c'est votre choix. Mais moi, je vous demanderai de venir à cette réunion de travail. C'est une commission ou c'est... Ce sera une réunion de travail. Donc les commissions seront votées le 8 novembre, vient de dire Mme Groslo. Si, Mme Groslo vient de le dire, le 8 novembre, les commissions seront mises en place. D'accord ? Le 8 novembre au conseil municipal. Donc, moi, je ferai une réunion de travail fin octobre, début novembre. Vous serez conviés à y participer afin qu'on mette en place des actions. Et ensuite, on organisera des commissions tous les 2-3 mois afin de suivre un plan d'action et les mener à bien. Avec une concertation. Ça va ? Très bien. Alors, dernière question, je pense. Oui. Malgré la présentation en commission le 16 septembre, nous n'avons toujours pas de réponse précise à nos questions. Au cours de l'été, l'adjoint en charge du dossier de la Ménardet ayant démissionné, la responsable de l'urbanisme l'ayant également fait, pouvez-vous nous expliquer ce qui a déterminé que le besoin initial n'était plus approprié ? Et sur la base de quels arguments ? La commission aménagement s'est réunie après cette décision, sans avoir été ni consultée ni informée, et est mise devant le fait accompli sans plus d'explications que le besoin des associations. Pouvez-vous nous présenter le résultat des assises, pilotées par un autre ex-adjoint, Pascal Lavéant, sur les besoins des associations ? Enfin, la concertation avec les habitants présentée comme centrale dans le projet initial et essentielle pour les habitants de la Ménardet se trouve à nouveau remise en cause suite à cette volte-face. Comment comptez-vous assurer l'adhésion des habitants du village à ce projet ? La mission d'un élu est d'entendre et d'écouter les besoins des administrés. Les besoins des associations ne sont pas chose nouvelle et déjà lors de la campagne, nous avons été interpellés sur la nécessité d'offrir plus d'espace aux associations culturelles, solidaires, etc. Les entretiens en vue des assises associatives initiés par notre équipe ont conforté ce besoin au regard notamment d'un accroissement de la population et donc d'adhérents. Vous vous rapprocherez de Jean-Marc Colomba et de Béatrice Mirmont, respectivement en charge des associations sportives et culturelles, pour avoir un retour précis sur les entretiens. Être élu, c'est aussi être en capacité de remettre en question les projets. Ainsi, concernant le projet de la Ménardet, nous avons choisi de suspendre la consultation afin de redéfinir le cahier des charges en retirant le bâtiment dit La Treille. Resteront dans la consultation les espaces autour du hangar dit Lumino, les terrains environnants, voire les acquisitions possibles au service d'un projet qui sera construit avec les habitants de la Ménardet. Concernant le bâtiment La Treille, une partie sera consacrée à l'implantation de salles associatives et festives, alors que l'autre partie du bâtiment fera l'objet d'appels à projets dont le cadre aura été dessiné avec les habitants. Il sera temps alors de valider les modalités d'implantation et de travailler sur le cahier des charges de l'aménagement en lien avec les services municipaux. Le projet des salles associatives prendra en compte la notion de modularité afin que l'équipement serve au plus grand nombre d'associations et qu'il apporte une vraie solution à la fois pour les temps de pratique des associations, mais aussi pour les temps de convivialité.
L'usage de ces salles devra permettre de répondre au développement de la commune et donc au développement des associations à court, moyen et long terme. Vous vous inquiétez du devenir de la concertation avec les collectifs ou groupes d'habitants et je tiens ce soir à vous rassurer. La concertation avance puisque j'ai reçu avec le maire la semaine dernière plusieurs représentants des habitants, qu'une nouvelle rencontre est prévue dès mercredi soir et que nous calons ensemble un calendrier pour la concertation des habitants. Bien entendu, vous serez informés de ce calendrier. Merci. Alors, j'ai un petit complément d'information à vous communiquer. Donc, effectivement, j'ai repris la délégation des sports et donc la gestion des assises associatives. Étant élu le 13 et mis en fonction le 14, il nous apparaissait difficile de tenir celle-ci au mois d'octobre. Donc, nous avons envoyé un courrier le 24 septembre, donc ça c'est pour votre information, à l'ensemble des associations pour donc leur permettre de leur donner notre définition de ces assises. Et suite à ça, il a été décidé de reporter la rencontre avec les associations le 29 janvier 2022. Donc, je voulais juste vous informer. Et bien sûr, vous serez tenu au courant de l'évolution des réponses, du nombre d'associations qui sera donc invité lors de cette réunion. Et j'espère que cette manifestation qui donc sera établie en janvier sera une réussite, tout en sachant qu'on aurait pu peut-être le faire un peu avant, sauf que avec les différents services techniques de la commune, il nous a paru difficile d'organiser cela d'ici cette date de 29 janvier. Donc voilà pourquoi il a été défini. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui, j'ai une question par rapport au travail du cabinet Access Conseil. Avez-vous eu communication de la synthèse faite par Access Conseil? Et est-ce que c'est cette communication, cette synthèse qui vous permet de dire que les besoins des associations convergent vers des besoins de salles et avec une quantification des besoins, une spécification des besoins, une nature des besoins? Parce que pour l'instant, Mme Beragne nous dit « Vous savez très bien quels sont les besoins des associations ». Moi, clairement, je ne le sais pas. Je sais que les associations ont des besoins, mais je n'ai pas fait les entretiens qu'a fait M. Lavéant pendant des mois. Je n'ai aucun retour sur ces entretiens. Nous ne savons rien de ce qui s'est passé. Donc, sans synthèse du cabinet, sans synthèse de votre part, vous nous dites, bien évidemment, on répond à des besoins. Nous, on n'a aucune idée de ces besoins. Alors, donc les synthèses sont en cours. Donc, je dirais que moi, étant en place depuis le 14 septembre, je n'ai pas perdu de temps, donc j'ai rencontré le cabinet en question. J'ai regardé de façon détaillée l'ensemble des commentaires qui avaient été faits au niveau des associations. Et ensuite de ça, je pense qu'on sera à même, effectivement, suite au courrier qu'on a envoyé pour, effectivement, retravailler la question, on sera à même de vous donner une synthèse très précise. Et là, je m'y engage pour le prochain conseil municipal. Donc, vous pourrez me reposer la question. Et là, donc là, ça veut dire que vous allez nous apporter des éléments d'information, mais d'ores et déjà, vous engagez des travaux sur des choses qui n'ont pas été débriefées. Non. Pour l'instant, on a étudié effectivement les besoins des associations. On sait un petit peu ce qu'il en est. Je voudrais quand même compiler ça avec les différents services pour pouvoir donner une expression précise. En attendant, vous comprenez bien qu'en 15 jours, je n'ai pas pu faire l'ensemble du travail qui avait été fait pendant des mois par mon précédent collègue. C'est pour ça, M. Colomba, je comprends très bien les délais qui sont les vôtres, je comprends très bien que votre arrivée est récente, mais la décision qui est prise d'engager des travaux sur la moitié de la treille, elle est prise. Et clairement, on engage des choses sur des éléments dont vous dites vous-même que vous n'avez pas connaissance. Alors, sur le dossier de la treille, je serais plutôt parler Mme Beragne là-dessus, parce que là, encore une fois, même si on est solidaire sur ce dossier-là, elle est plus en amont que moi et donc au niveau des réponses qu'on peut vous tenir. Moi, je vous ai simplement bien précisé ma position sur les assises associatives.
Si vous avez d'autres questions, c'est bien. Alors, avant sa démission, avant la démission de Pascal Aveillant, j'ai échangé, puisque moi j'ai participé à plusieurs réunions des réunions de préparation des assises associatives. J'ai été sur place quand plusieurs associations étaient là, et c'est une demande qui est récurrente, parce que, des salles commencent à être vétustes, et vous le savez, les effectifs des associations grandissent, et on demande de plus en plus de créneaux. Donc il y a un moment, on ne peut pas faire autrement que de leur proposer des salles de réunion notamment. Voilà. Oui, donc ça veut dire que vous avez d'ores et déjà engagé des décisions alors que les assises associatives ne sont pas conduites. On a eu les réunions préalables, ça s'est arrêté en cours de route. Donc vous êtes en train de me dire que c'est pas bien pour la commune et pour les habitants de ne pas proposer des salles associatives alors qu'ils en demandent. Non. Mais il n'y a aucun problème, dites-le. Vous reformulez ce que vous voulez reformuler. Oui, régulièrement vous le faites, mais je fais pareil, quoi. Vous êtes en train de dire ça, monsieur. Vous êtes en train de me dire, mais il n'y a pas de salle à faire. Bah si, il y a des salles à faire. Je vous dis quels sont les besoins. Je vous demande quels sont les besoins. Vous me dites des salles. Je suis désolé, mais enfin, très bien. Est-ce que vous vous êtes penché sur le chiffre du nombre d'adhérents qui augmente chaque année, etc. etc. Et justement, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut par les assises. On n'a aucune donnée d'entrée. Mon collègue vient de vous dire que vous aurez les précisions, mais c'est un fait. Au stade d'aujourd'hui, on n'a aucune donnée d'entrée et vous engagez des décisions. Oui. Et je le confirme. Vous avez quand même décidé que le projet de la Treille, ce n'était plus celui qui a été présenté à la campagne électorale, puisque maintenant vous mettez un certain nombre de salles à créer dans cet immeuble, ce bâtiment, bien plus que ce qui était présenté pour faire ce qu'on appelle un tiers-lieu. Et voilà, vous avez pris ces engagements-là en quantifiant le besoin de salles dans ce bâtiment, sauf qu'on n'a aucun argument factuel et donné pour en juger, nous aussi. Alors, voilà, c'est tout. Donc ça, nous le remettons en cause, Madame Béragne. Nous ne remettons pas en cause le besoin de salles dans la commune en général. Nous remettons en cause le besoin de salles que vous focalisez sur le bâtiment de la Treille. Parce que nous n'avons aucune donnée pour pouvoir en juger la pertinence. Voilà ce que nous remettons en cause. Vous êtes en train de reconnaître qu'il y a besoin de salles, donc que ce soit à la Treille ou ailleurs. Oui, d'accord, ok. Voilà. On a un bâtiment, vous n'allez pas nous faire gaspiller des fonds municipaux, on a un bâtiment qu'on a acheté, il y a une partie qu'on peut mettre en salle municipale. Voilà. Bon, on avance là. Très bien, merci. Je vais juste quand même conclure sur nos questions diverses parce que ça fait plusieurs conseils municipaux que nous sommes obligés de poser des questions diverses pour avoir des informations sur des projets qui avancent et qui n'ont jamais été vus ni en commission ni présentés, ne serait-ce qu'en termes d'information au conseil municipal. Sincèrement, ça fait des projets comme, alors on a parlé de l'audit, on a parlé du réaménagement des places, en tout cas de la consultation que vous voulez faire, les référents, les assises, l'appel d'offres sur la Ménardet, la décision que vous avez prise de penser à faire la future école de musique au presbytère, les travaux pour la salle de Malala, qui se montent, si je ne m'abuse, à plus de 26 000 €. Tout ceci est fait sans passer par les commissions. Tout ceci est fait en nous mettant au pied du mur. C'est vraiment un déni des circuits de la démocratie locale. Alors, on le dit, peut-être que ça n'avancera à rien, mais sincèrement, enfin, c'est pas sincèrement, c'est très honnêtement, nous allons nous rapprocher du préfet parce que c'est un véritable court-circuitage des instances de délibération et de travail. Voilà, alors, on verra bien ce que ça donne. Je vais vous répondre rapidement. Tout ce que vous dites là, une grande partie, c'est dans notre programme politique. Donc, on ne sort pas les projets comme ça du chapeau. C'est des projets bien ficelés qui étaient au départ dans notre programme politique. Les places étaient inscrits, la Treille s'était inscrit, l'école de musique s'était inscrit. Il y a plein de choses qui étaient inscrites dans notre programme politique. On a l'impression que vous découvrez tous nos projets. Mais les projets, ils étaient inscrits dans notre programme politique. On va les mettre en place. Croyez-moi, on va aller jusqu'au bout, on le mettra en place. Mais ne dites pas que tout d'un coup, ça sort du chapeau, ça dit, on va faire ci, on va faire ça. Non, on suit notre programme politique. C'était dans notre programme politique. La régulation des places, l'école de musique, la Treille, enfin, la Ménardet, tout ça, c'est dans notre programme politique. On continue, on œuvre et on travaille et on va accomplir ce qu'on a promis, une grande partie de ce qu'on a promis. On va suivre notre programme politique. Voilà, c'est tout. Votre programme politique et votre projet, à un moment, ça devient le programme et les projets de la commune, sur lequel les élus d'opposition font partie. Oui, alors... c'est ce qu'on vous dit, vous les voyez. On ne vous exclut pas du dialogue. Sur certains sujets, on n'a pas eu d'informations depuis le 7 juin. On a découvert des choses qui sont faites à l'automne, on l'a dit en commission
Aménagement, non, ressources et puis en commission culture, Pas on a découvert, comme les citoyens, par les flyers, on a découvert par le journal, où on revenait sur le projet de la Treille. On vous a fait des courriers sur lesquels on n'a pas eu de réponse. Sur la Ménardet, on l'a eu. Mais sur d'autres, on ne l'a pas. Et donc, à un moment, n'oubliez pas que c'est une commune qui décide à un moment au conseil municipal, qui prend ses décisions, dont les élus d'opposition font partie. N'oubliez pas aussi qu'on a été élus pour mettre en place un programme politique. Et la majorité, c'est comme nous. Alors qu'on discute, qu'on négocie avec vous, qu'on dialogue, qu'on fait de la concertation, oui, mais on a été élus pour mettre en place un programme politique. Et on le fera, c'est tout. Si je peux me permettre, on en a discuté justement en commission culture. Il y a un flyer que vous avez eu concernant la fête de la rentrée. Je tiens à préciser, comme je vous l'ai déjà dit, qu'il n'y a pas eu de commission culture pendant l'été. Et c'est une décision qui a été prise très vite, puisque la fête de la musique, vu les conditions sanitaires, a dû être annulée. Donc nous avons mis en place quelque chose pour que les Trélériens s'amusent, pour qu'on puisse profiter. En effet, on aurait peut-être dû vous envoyer un mail, mais je pense que par rapport au travail fait, le petit manque de communication ne mérite pas tout ça. Merci. Merci. Je me permets de rebondir sur ce que vous venez d'indiquer, qu'effectivement, il n'y ait pas eu de commission, c'est un fait. Par contre, on aurait pu être informé, comme l'ont été tous les membres de votre équipe, par mail. Un mail, ça ne coûte rien, c'est de l'information, c'est de la transparence. On a eu connaissance de l'organisation de cette manifestation grâce aux flyers qui étaient dans nos boîtes aux lettres. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Moi, non. Voilà, c'est tout. C'est une méprise totale des Tréliérains qui n'ont pas voté pour vous et que nous représentons ce soir. Comment vous le savez? Mais comment vous le savez qu'ils n'étaient pas présents? J'en sais rien. Bon, je clôt le conseil. Donc, vous notez simplement 2 dates, s'il vous plaît. 2 dates. Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 8 novembre à 19h. Et puis le conseil communautaire le mercredi 3 novembre à 19h. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une belle fin de soirée. Merci. Désolé.